Aujourd'hui, je commence une série de podcasts psycho et développement personnel qui vont traiter de la violence physique et psychologique dont j'ai été victime en tant qu'enfant et adulte. Un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. En témoignent tous les messages que j'ai reçus, tous les témoignages suite à l'écriture d'un premier article sur mon blog que je vous invite à aller consulter et qui s'appelle Comment j'ai survécu à un père violent. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'ont envoyé des mots doux, mais également celles qui se livrent en message privé, et vraiment vos témoignages me crèvent le cœur, donc je vous envoie tout mon courage pour surmonter vos traumatismes infantiles. Dans ce podcast, on va faire le point sur les conséquences qui sont maintenant prouvées par le domaine des neurosciences affectives sur le développement de l'enfant et de l'adulte en devenir, donc vraiment les conséquences au niveau du cerveau. On verra aussi plusieurs méthodes, plusieurs solutions, et notamment l'EMDR, une méthode que j'ai trouvée vraiment efficace pour traiter justement toutes les conséquences de cette violence infantile. Et puis en toute fin de podcast, si ça vous intéresse, on fait le point sur l'évolution des lois vis-à-vis de la violence infantile. Et on va commencer par voir la différence entre trauma et traumatisme. Un trauma, qu'il soit physique ou psychique, c'est une blessure causée par une action extérieure. Le traumatisme, quant à lui, c'est la conséquence du trauma, donc il est physiologique. En gros, c'est une blessure, une coupure en fait des liaisons neuronales qui se détruisent, et il peut être aussi comportemental. En d'autres termes, si le genou a été impacté, on peut boiter. Si on a été agressé physiquement, on peut générer des phobies, des TOC, des comportements de stress post-traumatique, etc. On va voir maintenant les conséquences neurobiologiques de la violence. Les travaux, entre autres, du docteur Bessel van der Kolk, ancien professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Harvard et spécialiste des traumas et de leurs conséquences depuis plus de 40 ans, nous expliquent que quand un enfant subit de la violence, la structure même de son cerveau est impactée et modifiée. En gros, le cerveau, quand il perçoit une action effrayante, donc la violence, les informations touchent la zone du thalamus, qui pourrait être liée à l'inconscient, qui va d'abord se bloquer sous l'impact de l'urgence et de la douleur. En se bloquant, le thalamus nous épargne la conscience des événements angoissants qui nous arrivent. Ces informations n'iront donc pas vers les lobes préfrontaux, donc siège de la conscience, pour y être analysées, mais elles iront directement vers l'amygdale, donc elles retournent dans l'inconscient, pour être enregistrées comme informations dangereuses et pour alerter le tronc cérébral et déclencher des réactions archaïques de peur, comme la fuite ou le combat. Donc cette déconnexion de l'esprit conscient bloque l'information, le souvenir conscient de l'épisode traumatique. En d'autres termes, les voies neuronales entre le thalamus, donc l'inconscient, et le lobe préfrontal, donc le conscient, sont bloquées de façon permanente, mais pas irréversible. Et si on les compare à des rails de train, les voies sont comme gelées et plus aucun train ne peut passer. Donc notre conscience des choses sera altérée, nos comportements et nos réactions seront modifiés. Le trauma endommage donc une partie de nos capacités cérébrales, comme la capacité à se souvenir clairement du souvenir. Il implique également le refoulement des émotions liées à l'événement traumatique et la difficulté à parler et exprimer le souvenir en question. Le souvenir reste donc stocké dans l'inconscient et va créer une surtension électrique sous-jacente qu'on appelle névrose. Et seule une thérapie peut renouer ces connexions et soulager les névroses. Dieu merci, pour ma part, j'ai entamé très vite un suivi thérapeutique à l'âge de 14 ans, et si vous avez subi de mêmes événements violents, je ne peux que vous recommander de faire de même. Alors, on va voir maintenant les névroses. Donc cette surtension électrique va altérer nos comportements à chaque événement qui viendra faire écho avec le trauma. Par exemple, si c'est le père qui a été violent, il est possible qu'on déclenche un rejet de l'homme, une tendance à fuir la jante masculine et à se protéger de manière exagérée. C'est ce qui a été mon cas. Mon père, et ma mère aussi, ayant levé la main et le poing plus d'une fois sur moi, j'ai passé ma vie à mettre des comportements inconscients en place pour fuir mes partenaires pendant longtemps. Au cours de ma thérapie et de mon auto-analyse, j'ai également pris conscience que je sursautais de manière impulsive quand un homme entrait dans la pièce sans y avoir été invité, et j'avais mis des attitudes en place comme le fait de ne jamais tourner le dos à un homme dans une pièce. Il m'est aussi arrivé plusieurs fois de lever la main sur un homme qui se montrait virulent, agressif, voire violent envers moi. Oui, parce que malheureusement, mon père n'a pas été le seul homme violent que j'ai croisé sur ma route. J'ai aussi développé des cauchemars qui ont duré plus de 20 ans, et je suis pas à l'abri que ça ressurgisse un jour, où je revivais des scènes d'agression de mon père ou de mes ex violents. Il m'est arrivé plus d'une fois de bondir de mon lit en plein sommeil, de m'étaler sur le sol en trébuchant sur un objet qui traînait dans la chambre, ou encore de courir me cacher dans les rideaux ou le placard.
Et je précise que j'étais totalement inconsciente à ce moment-là et que c'est mon fiancé qui m'a retrouvée dans ces positions, donc soit affalée sur le sol, soit en train de me débattre dans l'air ou recroquevillée dans un coin. Et une nuit, alors que je criais et que je me débattais dans le vide en plein cauchemar, il a tenté de me calmer en me parlant avec douceur, mais il s'est pris une baffe en pleine poire, le pauvre. Et on peut aussi comptabiliser bon nombre de troubles nerveux que j'ai accumulés liés à mon enfance, donc des phobies sociales et diverses, crises d'angoisse, de nerfs, pensées suicidaires, tendance aux addictions et à l'automaltraitance, des TOC, des TCA, etc. Toutes ces réactions sont des conséquences de ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui peut se déclencher après n'importe quel événement traumatique. En bref, un trauma peut continuer de nous hanter et impacter notre vie pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies s'il n'est pas traité. Alors on va voir maintenant les solutions parce que oui, il en existe. Bien entendu, un suivi thérapeutique est hyper important dans ce cas-là, voire essentiel si on veut reconnecter les voies gelées, endommagées par la violence dans notre cerveau et avoir de nouveau accès à nos souvenirs et à nos émotions liées. Il faut vraiment prendre conscience que nos troubles nerveux sont comme une maladie et que comme toute maladie, il faut trouver sa solution, la méthode qui nous conviendra le mieux et ça c'est vraiment propre à chacun. Mais dans tous les cas, il faut pas laisser la maladie s'installer, la nier, l'ignorer, la mettre sous le tapis et encore moins la fuir. Personnellement, je préconise aucune méthode en particulier. Moi, je suis passée par la psychothérapie, la psychologie comportementale, la psychiatrie, la neuropsychologie, la thérapie transgénérationnelle, mais aussi par les soins énergétiques, etc. Et depuis quelques années, l'EMDR, qui est une méthode que je trouve vraiment efficace dans la mesure où mes cauchemars se sont stoppés net depuis plusieurs mois. L'EMDR, donc en français désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, est une méthode de psychothérapie développée par Francine Shapiro à la fin des années 1980. Elle est principalement utilisée pour traiter le stress post-traumatique, mais elle est également efficace pour d'autres troubles émotionnels comme les phobies, l'anxiété et les douleurs chroniques. Elle repose sur l'idée que certains souvenirs traumatiques ne sont pas correctement traités par le cerveau et restent bloqués, provoquant des symptômes comme l'anxiété, les cauchemars, les flashbacks ou un mal-être général. Le but de l'EMDR, c'est vraiment d'aider le cerveau à retraiter ses souvenirs une fois devenu adulte et conscient pour qu'ils perdent leur charge émotionnelle négative. Donc la méthode s'appuie sur l'idée que la stimulation bilatérale oculaire, le fait de bouger les yeux de droite à gauche, aide le cerveau à retraiter les souvenirs de manière adaptative, un peu comme le fait le sommeil paradoxal. Ça permet au cerveau de digérer le souvenir en l'intégrant dans un réseau de mémoire plus large, réduisant ainsi sa charge émotionnelle. Et de nombreuses études ont démontré l'efficacité de l'EMDR, notamment pour le traitement du stress post-traumatique. L'Organisation mondiale de la santé et l'American Psychology Association reconnaissent le MDR comme un traitement de choix pour le stress post-traumatique. Alors qu'est-ce qu'on peut traiter avec cette méthode ? Le stress post-traumatique bien entendu, les phobies et anxiétés, le deuil complexe, la dépression, les douleurs chroniques, les addictions, etc. Alors, on fait le point donc sur la partie législative liée à la violence infantile. Ce qu'il faut savoir, c'est que frapper ses enfants, ça a été un droit parental normal pendant des millénaires. L'interdiction des châtiments et des punitions physiques, c'est très très récent dans l'histoire de l'humanité. Voilà un petit aperçu de l'évolution de cette question. Alors déjà, à l'échelle mondiale, on a par exemple la Suède en 1979 qui a été le premier pays au monde à adopter une loi interdisant explicitement toute forme de punition physique des enfants, y compris par les parents. Dans les années 1990 et 2000, il y a d'autres pays européens comme la Norvège, le Danemark, la Finlande et l'Allemagne qui ont également adopté des lois similaires. En 1989, année de ma naissance pour le côté anecdotique, la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre. Cette convention, elle établit un ensemble de droits pour les enfants du monde entier, y compris le droit à la protection contre toute forme de violence et donc les châtiments corporels. Aujourd'hui, c'est plus de 60 pays à travers le monde qui ont légiféré pour interdire la violence physique envers les enfants dans un cadre familial ou institutionnel, donc ça avance, lentement mais sûrement. Par contre, il y a quand même de nombreux pays qui n'ont toujours pas de loi spécifique sur ce sujet et qui autorisent encore les châtiments corporels modérés, on va dire, dans certains contextes. Alors, la violence physique envers les enfants, elle a longtemps été considérée comme une pratique acceptable en France jusqu'à ce que des lois soient progressivement mises en place pour l'interdire. La première loi interdisant spécifiquement la violence physique à l'égard des enfants a été adoptée en France en 2019. Autant vous dire que c'était hier. Cette loi, connue sous le nom de la loi anti-fessée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, a été votée par l'Assemblée nationale le 3 juillet 2019 et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Avant, le droit de correction des parents permettait l'utilisation de punitions corporelles considérées comme modérées et éducatives. La nouvelle loi, elle abolit ce droit et interdit désormais toute forme de violence physique, y compris les fessées, les gifles et autres châtiments corporels.
Mais faire passer une loi, ça signifie pas que tout le pays se range du côté législatif et adopte de nouvelles façons de faire comme ça en claquant des doigts. En attestent les chiffres recensés en 2023 par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. En 2022, le 119 a traité les situations de 40 334 enfants en danger ou en risque de danger. 24% des Français de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitance grave dans leur enfance, sur un échantillon de 1000 Français. Et ce ne sont que des chiffres flous qui ne représentent que la partie immergée de l'iceberg du problème qu'est la maltraitance infantile. Malheureusement, je fais partie de ces 24% qui ont reçu des coups par leurs parents, des coups physiques qui ont laissé des blessures physiologiques, neurologiques et des traumatismes comportementaux que j'ai mis plus de 20 ans à guérir et que je continue à guérir. Alors toutes ces évolutions législatives, elles font suite à de nombreuses années de débats et de mobilisation d'associations de protection de l'enfance qui réclamaient depuis longtemps l'interdiction totale des punitions physiques. Mais surtout, c'est grâce aux études scientifiques qui prouvent maintenant qu'il y a des conséquences neurologiques sur le cerveau de l'enfant. En conclusion, j'espère que ce podcast vous aidera à mieux comprendre les conséquences neurologiques et psychologiques de la violence infantile sur le cerveau de l'enfant et de l'adulte en devenir. Si vous avez besoin d'une recommandation pour une praticienne en EMDR et que vous êtes sur Fréjus-Saint-Raphaël, j'en ai une merveilleuse, mais sinon vous pouvez en trouver une dans la ville proche de chez vous. J'ai aussi de super contacts de psychothérapeutes et d'énergéticiens si ça vous intéresse. Et je vous rappelle également que si vous avez besoin d'un suivi personnalisé en coaching et développement personnel pour traiter les notions de reconstruction de l'estime personnelle et de la relation à soi, la gestion des émotions, l'aide à la mise en place de solutions concrètes pour traiter n'importe quelle problématique, l'apaisement de l'esprit et le traitement des pensées négatives, la communication inter- et intrapersonnelle, le sevrage des addictions ou encore le rééquilibrage alimentaire, je reste à votre disposition pour toute séance présentielle à Saint-Raphaël ou via Zoom. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé à y voir plus clair sur le sujet de la violence infantile et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.